Le pouvoir, c'est les avantages. Vous imaginez tout ce qui a tourné autour de Biya pendant 40 ans. Vous imaginez ce que ces gens vont perdre si Biya n'est plus là? Il y a des gens qui ont conçu leur patrimoine. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Vous croyez un seul instant que ces gens-là, pour vos beaux yeux, vont sortir? Vous allez avoir la parole. Le conseil constitutionnel a quelle armée? Le chef d'État gère l'armée. Parce qu'on n'a pas d'institution solide. Non. Le chef de l'État a une armée. Même un simple capitaine, s'il est dans une unité militaire, il prend le pouvoir, vous allez faire quoi avec vos conseils constitutionnels? Le pouvoir, c'est d'abord la force. Si vous oubliez ça, vous allez faire, vous faites la philosophie. Mais pas seulement la force. Vous ne faites pas l'analyse. D'accord. Et je vous dis donc que oui, pour chuter Dieu donné. il est la question à poser, c'est que si on a un chef d'État et qu'on lui prescrit 2 mandats, comment l'obliger? Comment lui opposer une force supérieure s'il tente de violenter la règle? Tant que vous n'avez pas trouvé une solution à ça, ça ne sert à rien. Pour dépoussiérer les mentalités. Comment voulez-vous confier un poste à un ingénieur, à un haut fonctionnaire, s'il ne pense qu'à se remplir les poches? Ça ne fonctionne pas. La première révolution au Cameroun devait être la révolution des mentalités, la révolution culturelle. On peut sortir toutes les théories qu'on veut, mais l'émergence d'un pays ne se réduit pas à l'académisme, aux connaissances des experts. Non, ce n'est pas la technostructure qui fait avancer un pays. C'est d'abord la prise de conscience que les gens veulent que leur pays émerge. Le cas de la Corée du Sud, qui venait en 1973, copiait le modèle du plan quinquennal camerounais. Aujourd'hui, quand on compare les deux pays, qu'est-ce qu'il en est? La Corée du Sud envoie des fusées en orbite depuis très très longtemps. Le Cameroun est en train de regresser. Par ailleurs, je constate qu'on parle de taux de croissance, on parle de ci, on parle de ça, on fait des bilans élogieux pour le RDPC, mais le bilan c'est quoi? Un secteur informel extrêmement exponentiel, près de 70% de l'économie camerounaise, entre guillemets, parce que j'ai du mal à dire économie, est dans l'informel. Ça veut dire que c'est autant de disparités pour le recouvrement des impôts, de la fiscalité. Oh, ça manque à l'État. Savez-vous, Philippe, qu'aujourd'hui au Cameroun, moins de 51% du taux du budget d'investissement public est exécuté? Le président Biya l'a dit en 2013. C'est-à-dire que les gens qui ont le budget de l'État n'exécutent pas les budgets. Pourquoi? Mais parce que les gens s'intéressent à une chose, se remplir les poches. Regardez le stade d'Olembe, aux arrêts. Japoma, ça fonctionne qu'à un quart, c'est un problème. Donc il y a d'abord une question de culture dans un pays. Tant qu'on n'a pas créé ce déclic, regardez ce que M. Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso. Il est en train de faire, à sa manière, une révolution culturelle. Ça, c'est le socle. Oui, mais qu'est-ce qu'il faut? Mais il faut d'abord outiller les gens mentalement. Pour lutter concrètement contre la corruption à tous les niveaux de l'État. Dès l'école, dès la maternelle, il faut faire des jeux ludiques, des jeux didactiques. Dire aux enfants que la corruption dans un pays punit la majorité, c'est-à-dire les plus pauvres. Que vous avez une nation, quand les services collectifs marchent convenablement, personne n'est laissé sur le bord de la route. Aujourd'hui, quand vous entrez dans une grande école, l'EMIA, l'ENAM, etc., mais c'est les places qui sont achetées. Et qui les achète? Ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens ou ceux qui ont les statuts. Moi, ça me pose un problème. Donc, je suis en train de dire ceci. Il faut passer par la phase de la structuration mentale, une vraie révolution. Ce que Ibrahim Traoré est en train de faire au Burkina Faso est admirable. On a sauté cette case-là. Comment voulez-vous sauter la case justement du réarmement moral et vouloir l'émergence du Cameroun? On est trop superficiel. Je ne mets pas en cause la connaissance et l'académisme des Camerounais, mais au fond, qu'est-ce qui doit nous projeter vers l'avant? C'est que quand j'ai un poste, on me donne 2 milliards de budget de construire une route, je ne mets pas 1 milliard dans la poche. Et puis je construis des routes au bout de 6 mois, c'est le trou des nids de poules partout. Oui, mais c'est qui le parti qui peut mieux porter ce programme entre Paul Biya, Keremouna, Yoshua aussi, Bello Boba Maïgari, Issa Chiroma Bakare, Cabral Libi, Thomas Damjaoya, aucun. À l'heure actuelle, parmi les 12, aucun. Je n'en vois aucun. Je n'en vois aucun. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Non, j'ai dit que le RDPC, sur le plan du bilan de M. Paul Biya, il y a le secteur de la diplomatie et de la coopération internationale. C'est tout. Sur le reste, on sait que
les infrastructures conditionnent le développement. Vous ne voyez aucun parti. Vous ne voyez aucun. Même pas celui de votre ami. Serge Swamatouma, par exemple, fait des propositions sur le franc CFA, par exemple. Oui, il fait des propositions très fortes de sortir de l'ornière, l'ogre économique française. Parce que nous sommes encore dans la coupe financière de la France, monétaire, je veux dire. Or, tant qu'on n'a pas notre propre monnaie, ce nous sera très difficile de mettre en place une véritable structure économique. Vous avez suivi, autant pour moi, Akeremuna, Ateki Carston? Je l'ai suivi, mais toutes ces propositions... Cabral Libi. Toutes ces propositions-là ne valent rien si on ne met pas l'accent sur la refondation. Même pas le RDPC. Sur la rupture et la refondation. Sur le plan économique, le bilan est devant nous. Où sont les infrastructures? Même si on fait un bilan élogieux du RDPC, il n'en demeure pas moins vrai que sur le plan économique, le taux de chômage a explosé depuis très longtemps. Le taux de croissance, je l'ai dit, Caracol ne dépasse pas 3,6%. La dette ne fait que s'amplifier. On dit qu'il y a un plafonnement de la dette extérieure. Mais en vérité, on s'endette pourquoi? Pour construire quoi? Le PPP qu'a parlé Jacques Bimaï. Et les concessions dont on a parlé Sa Majesté. Mais c'est des techniques connues depuis très longtemps. C'est pas que les gens soient ignorants, ils le savent. Mais ils ne veulent pas le mettre en application parce qu'il n'y a pas de volonté politique. Il n'y a pas d'éducation politique, il n'y a pas de conscience politique, il n'y a pas de culture politique. Et ça pose un problème. Oui, une parenthèse avant de donner Somba. Je vous donne juste une minute. Non, pas une minute, il faut quand même... Non, parce on est dans le bilan. Son temps de parole. Les jeunes, ils sont pas d'abord, et puis voilà, il faut respecter son temps de parole. Merci. Au vu de tout ce que dit Célestin Djamel, est-ce que vous pensez qu'on devrait revenir à une limitation du nombre de mandats présidentiels pour que des gens aient un temps précis à passer au pouvoir, essayer de conduire des projets et partir, laisser la place à d'autres? Dans le principe, il faut ce qu'on appelle le bal de génération, c'est-à-dire que dans un système gouvernant, les gens les plus âgés doivent laisser la place aux cadets. Et ça doit être de manière régulière. Ça se voit même dans une équipe de football. À un certain moment, il faut remplacer progressivement les joueurs. Sinon, vous allez vous retrouver avec une génération trop vieille et une coupure. Donc, naturellement, le problème de la limitation de mandat est ça relève du bon sens. Mais je crois qu'il faut plutôt examiner le problème au fond. Dans quelles circonstances les mandats sont interminables? Même dans la majorité des cas, le mandat est d'abord limité et puis on le lève. Dans le cas du Cameroun, on avait limité le mandat. Mais le fait de limiter le mandat à un certain moment, vous savez, la politique c'est d'abord un espace des rapports de force. Je peux signer avec vous que je limite le mandat aujourd'hui, mais dès que je suis à étudier, j'ai mon parti qui est puissant, j'ai mes partisans, j'ai ma garde présidentielle qui est bien armée et qui est capable de vous neutraliser même par la force physique, et je change. Donc le problème, je crois que entre les grands principes et les faits, il faut comprendre exactement comment se fait la transition. L'une de nos impasses, les pas de l'éternité, est même ça. C'est de l'incapacité, même du parti au pouvoir, à renouveler son propre chef qui est quelqu'un du 5e âge. Ça participe de l'impasse de l'État unitaire. Vous voyez aujourd'hui, vous avez quelqu'un que pratiquement personne ne voit. Mais on nous dit quand même que c'est lui qui doit être président. Et il n'y a aucun moyen d'empêcher ça. Donc ces histoires, c'est-à-dire les grands principes, c'est une bonne chose. Mais quand les grands principes ne s'ajustent pas à une réalité fonctionnelle, c'est de l'abstraction. Alassane Ouattara avait parlé de limitation de mandat. Il a même fait la guerre pour la limitation de mandat. Aujourd'hui, nous en sommes où? Il a cassé. Il a fait un premier mandat,
Il a fait un deuxième mandat. Un troisième. Il a fait un troisième mandat. Et là, il en est au quatrième. Donc, enfin, il sollicite le quatrième. Je crois qu'il faut plutôt se demander quel est le modèle institutionnel qui peut rendre opératoire la limitation des mandats. La limitation des mandats ne peut pas être un simple problème d'engagement politique d'un individu, non. Le poids des réalités. Quand quelqu'un a déjà étudié, il a 7500 milliards de francs devant lui avec ses amis qu'il gère. Il a 35 000 postes de décision qu'il gère. Vous allez lui dire, lui et ses amis, que sort d'étudier, et s'il ne sort pas, vous allez lui faire quoi? Donc, je crois qu'il faut bien poser le problème de fond. Le problème de fond, c'est quel est le modèle qui est tel que celui qui a étudié, s'il tente de refuser, que la résistance soit telle que celui qui sera vaincu. Je vous rappelle que tous les chefs d'État du monde ont le même esprit, enfin presque tous. Si Donald Trump avait pu refuser d'être battu, en quelle année là encore, il aurait refusé. Nous savons les gens comme les Orban qui sont en Europe de l'Est. Viktor Orban en Hongrie. Qui refusent. Donc ce n'est pas un problème d'Afrique, tout ça. C'est un problème de la nature des institutions qui sont capables de résister à l'altération par un individu qui est à étudier. Parce que, est-ce que ce n'est pas là le problème aussi? Parce que ceux qui sont là peuvent se dire, voilà, vous avez fait le parallèle avec Alassane Ouattara, qui a même fait la guerre pour la limitation du mandat présidentiel. Et aujourd'hui, qui est en train de répéter la même chose qu'il a combattu hier. Est-ce que le régime en place ne peut pas se dire rien ne changera finalement, que ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils veulent un réel changement? Mais il est évident qu'un régime en place ne change pas de lui. Le pouvoir, c'est les avantages. Vous imaginez tout ce qui a tourné autour du Biya pendant 40 ans. Vous imaginez ce que ces gens vont perdre ce Biya n'est plus là? Il y a des gens qui ont conçu leur patrimoine. Il y a des gens qui ne vivent que de ça. Vous croyez un seul instant que ces gens-là, pour vos beaux yeux, vont sortir? Les Aboya menacés, les Jacques Bimaï. Non, moi je n'ai pas cité. Non, bien sûr, qu'ils sont bien placés dans la société. Oui, bien sûr. La Majesté parlait de transition institutionnelle. J'ai dit donc. Ça veut dire que si on a un conseil constitutionnel non politisé, indépendant pour 9 ans non renouvelables, ils rendront de vrais verdicts. Et un président qui s'en quel conseil n'est pas politisé dans le monde? Aux États-Unis? En France, c'est pas politisé. Mais c'est ce monsieur. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants. Monsieur Diab, ils sont indépendants. Ils sont nommés pour 9 ans non renouvelables. Je ne sais pas pourquoi. Donc il n'y a pas de pression possible. Vous allez avoir la parole. Le conseil constitutionnel a quelle armée? Le chef d'État gère l'armée. Parce qu'on n'a pas d'institution solide. Non. Le chef de l'État a une armée. Même un simple capitaine, s'il est dans une unité militaire, il prend le pouvoir, vous allez faire quoi avec vos conseils constitutionnels? Le pouvoir, c'est d'abord la force. Si vous oubliez ça, vous allez faire, vous faites la philosophie. C'est pas seulement la force. Vous ne faites pas l'analyse. D'accord. Et je vous dis donc que oui, pour chuter Dieu donné. Il est. La question à poser, c'est que si on a un chef d'État et qu'on lui prescrit 2 mandats, comment l'obliger? Comment lui opposer une force supérieure s'il tente de violenter la règle? Tant que vous n'avez pas trouvé une solution à ça, ça ne sert à rien. Il y a une solution. D'accord. D'avoir honte. Je parle d'élégance intellectuelle. D'avoir honte. Pourquoi? On ne devrait pas en être là aujourd'hui. Quand en 1991, le peuple camerounais a manifesté, comment on peut dire sa colère, et que le pays était bloqué pendant 7 mois, c'est au prix
d'un pacte, au prix d'un pacte républicain qu'il a été convenu que les chefs d'État devraient n'avoir que 2 mandats maximum de 5 ans. Un pacte républicain. À l'époque, le président Biya était complètement désemparé. Je l'ai vu. J'ai parlé avec lui. Il était désemparé. Alors, l'élégance intellectuelle aurait voulu qu'un tel pacte républicain ne soit pas violé. Que le président Biya se soit permis, des années plus tard, de rétropédaler comme il l'a fait. Au point aujourd'hui, il se retrouve, parce qu'à l'époque, il avait déjà fait 2 mandats. S'il avait fait ces 2 autres mandats, en 2011, il serait déjà parti. Aujourd'hui, il se retrouve en train de vouloir briguer un 8e mandat. C'est une honte absolue. Mais quel est l'homme politique qui ira mais s'il vous plaît, mais si vous permettez, oui, je justement, mais nous les hommes politiques, on n'est pas des bandits. Même dans la mafia, on respecte la parole. Quand un homme politique prend un engagement comme celui-là est pris dans des circonstances comme celle-là. Le Cameroun n'a pas eu de conférence constitutionnelle. La tripartite a tenu lieu de conférence constitutionnelle. Et on a pris un pacte. Et le président Biya ensuite est revenu dessus. On ne peut pas le justifier par le fait que c'est un homme politique, mais c'est faux. Je suis moi-même un homme politique. Les hommes politiques ne sont pas des bandits. Mais vous serez demain. Les hommes politiques, vous permettez, je dis, c'est-à-dire revenir. Non, je dis, les hommes politiques doivent. Non, vous permettez. Il est homme politique. Non, je dis, je suis un homme politique et je peux dire qu'un homme politique n'est pas un bandit. Un bandit doit, même dans les plus grands bandits qui existent, la mafia, les gens respectent la parole. On est là devant quelque chose de très très grave. J'ai demandé des cas en Afrique où l'on a respecté la parole. Non, mais Talon, non, mais s'il vous plaît. Talon est en train de nous donner un exemple. Il est fini son 2e mandat, il est en train de parler. Voilà un exemple qui est en train de se passer. Nous ne devons pas passer cette situation-là en perte et profit. Parce que le président Biya, il met le pays inutilement à risque. D'autant plus que la Constitution prévoit que le chef de l'État doit être en bonne santé physique et morale. La biologie et la physiologie sont des sciences qui ont des lois. On ne peut pas dire au lendemain d'aujourd'hui que ces lois n'existent pas. J'ai 73 ans aujourd'hui, il y a des choses que je ne suis plus en capacité de faire. Dire que ça ne veut rien dire, c'est faux. D'ailleurs, quand la Constitution prévoit qu'on doit être en bon état de santé, en principe, on devait demander aux candidats à la présidence de la République de présenter des bulletins de santé physique et mentale. Et moi, j'affirme qu'à 95 ans, on ne peut plus prétendre qu'on a toutes les capacités permettant d'assumer une responsabilité comme celle-là. Est-ce qu'on vous envoie dire des choses comme ça? Dites la vérité à ce monsieur. Dites-lui la vérité. Moi, je parle, j'espère qu'il nous voit. Moi, j'ai été ceux qui ont dit, je me suis investi dans cette histoire pour que ça réussisse. Parce qu'à l'époque, il ne contrôlait plus rien. Je me rappelle toujours quand il m'a reçu, il m'a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Comment vous avez pu organiser cette histoire? Vous comprenez? Il ne contrôlait plus rien. Parce que quand les gens décident qu'ils ne sortent plus, vous allez faire quoi? Vous ne pouvez pas envoyer les gendarmes les brutaliser ou les arrêter chez eux. Il ne contrôlait plus rien. Il a appelé le président, le premier ministre Ayatou pour qu'on organise ça. On a remis le pays dans les rails, sur les rails. Pourquoi il peut se permettre d'abuser les Camerounais de ce point, au point de devenir lui-même, de créer une tension comme celui-là? Et vous venez sur les plateaux de télévision justifier une chose comme ça. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Oui, d'accord, nous avons essayé d'écouter les uns et les autres pour ce qui est des programmes. Des programmes du bilan, mais j'espère que cela servira pour la suite. Je précise que l'élection présidentielle se jouera le 2 octobre prochain et qu'on n'aura pas sur la ligne de départ Maurice Kamto. Maurice Kamto, dont la candidature a été rejetée par Elections Cameroun et dont la décision, celle d'Elections Cameroun, a été entérinée par le Conseil constitutionnel. Agissant, je ne sais pas si c'est un dernier ressort, mais en tout cas pour ce qui est de la Constitution, quel présidentiel sans Maurice Kamto? 2 minutes de parole pour chacun. 2 minutes de parole. Bon, vous commencez, mais je n'avais pas préféré commencer par vous. Parce que moi je ne dirais pas que l'énoncer votre argumentaire. Je sais exactement ce que vous allez dire sur ce sujet.
Évidemment. Mais il est quand même... C'est insultant de dire que vous savez ce que je vais dire. Allez-y. Non, c'est pas insultant. Vous n'êtes pas sérieux en disant que c'est insultant. Un peu. Je suis un contradicteur comme tout le monde ici, un co-panéliste, et je dois dire ce que je pense, même si c'est ce que je dis avant. Ce que je veux dire, c'est que le Conseil constitutionnel, c'est la plus haute juridiction du Cameroun. Elle a décidé, et ces décisions, comme disait quelqu'un, ce sont des dogmes. Donc, comme disait le professeur Camto. Là-dessus. C'est vous qui le dites, vous avez raison. Maintenant, je pense que, en vérité, il y a toujours dans la vie une relation de cause à effet. C'est bien beau de se disputer, d'aller de juridisme en juridisme, mais dans le fond, il y a les causes superficielles, il y a les causes profondes. Ce qui arrive au Manilem, il est clair que si le professeur Camto n'avait pas choisi un parti, entre guillemets, à problème, parce qu'on les a vus après, c'est un parti qui était reconnu pour avoir un bicéphalisme, même s'il s'est retiré de la vie politique de fait depuis très longtemps, il n'en demeure pas moins vrai, effectivement, qu'il y avait un vrai problème dans ce parti. Alors aujourd'hui, si on ne fait pas le lien entre cette disqualification et ce qui s'est passé à la base, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Et je m'en vais parler directement du boycott. C'est une évidence. Parce que si il avait participé aux élections en 2020, il est clair qu'il se serait concentré sur son programme politique. Pendant 3 mois, on a eu droit à un débat stratosphérique, irrationnel sur le mandat impératif, l'article 15 alinéa 3. Donc on nous a fait croire qu'un parti qui n'a pas été aux élections peut avoir des élus. Ça a été claironné ourbi et torbi. Résultat des courses, finalement, le même acteur principal a choisi un autre parti, alors que même qu'il avait dit qu'il avait des élus. C'est ça la genèse. Et tant que vous faites l'économie de cette genèse-là, vous ne comprendrez rien. Bien sûr, tout à l'heure, quelqu'un a dit que le parti au pouvoir tend à se conserver par tous les moyens. Quitte à ce qu'il faut emballer les arguments d'argutie plus ou moins juridiques. Mais le vrai problème, au fond, c'est que quelqu'un a voulu s'amuser avec la politique. La politique, c'est un métier. C'est-à-dire que c'est une affaire sérieuse. On ne le fait pas à temps partiel. La politique ne s'accommode pas d'amateurisme. Je passe le contrôle de la majesté Bézidi ici. En vérité, quand vous avez le vent en poupe, vous avez tous les canons, tous les signaux qui vous font penser que vous pourriez avoir pas seulement 5 élus, 10 élus, mais des dizaines d'élus, des communes partout, et que vous décidez de manière unilatérale de ne pas aller aux élections. Mais ça correspond à quelle rationalité? Vous serez de ceux qui disent que si le régime avait vraiment voulu ne pas tenir compte de la candidature de Camto, ça aurait pu commencer en 2018. Puisqu'en 2018, il a compétit sans problème. Il a compétit parce qu'il avait un élu. D'emblée, il a concentré le débat sur son programme politique. J'en faisais partie. J'ai été de la caravane de Nangai Boko, où j'étais son représentant. Makenene, à Magba, à Fumbat, à Fumban, à Bafa, à Banganté, partout. On était vraiment focus sur le programme politique. Or, ces 4 derniers mois ont été focalisés sur des superficialités. Donc, tout le débat sur l'éligibilité. Tout part du boycott de 2020. Mais bien entendu, on ne peut voir que ça. Parce qu'il s'est amusé avec la politique. Voilà maintenant les conséquences. Je ne dis pas que le Conseil constitutionnel a en droit à démontrer de manière scientifique l'illégibilité du professeur Camto, mais ça correspond à une réalité que nul ne peut ignorer. C'est-à-dire qu'au fond, il est obligé de surfer entre plusieurs techniques juridiques, parce qu'en fait lui-même avait qualifié en 2019-2020 qu'il était conscient des risques qu'il prenait en boycottant. Et en un mot. Notamment, en un mot, sur le plan... En un mot, quel présidentiel sans Maurice Kamto? Écoutez, vous croyez que le monde commence avec Maurice Kamto? Que le Cameroun finira avec Maurice Kamto? Le Cameroun ne commence pas avec Maurice Kamto. Et ne s'arrêtera pas parce que Kamto n'est pas candidat. Il faut arrêter de jouer, comment dirais-je, aux intellectuels. Moi, je considère que, bien sûr, il y a un présidentiel, ayons au moins du respect pour les 12 candidats en lice. Hein? Quel crédit vous leur accordez, quelle valeur vous leur accordez si vous épiloguez sur l'absence de quelqu'un? Certes, il est absent parce qu'il a cherché. Parce qu'il a cherché. S'il avait fait ce qu'il fallait dès le début, il n'aurait jamais eu ce problème. Aujourd'hui, il n'est même plus militant du MRC. Il n'est même plus militant du MRC. Et je ne suis pas sûr qu'il veuille revenir.
Et c'est même pas sûr que les militants aujourd'hui du MRC puissent rester encore 6 mois de plus si M. Camteau ne revient pas. Donc en vérité, il suffit parfois d'une bûche d'allumettes pour incendier une forêt. Ça a commencé comme un jeu. Et je l'ai dit il y a 5 ans, que cette décision de boycott était un suicide politique. C'était une hérésie. Aujourd'hui, voilà les conséquences. L'histoire me donne raison. J'ai été lavé, rincé, insulté comme du poisson pourri, mais les faits sont là aujourd'hui. Il était obligé de se continuer le Manidem par défaut. C'est pas le parti qu'il aurait choisi, même s'il fallait quitter le MRC. C'est pas le parti qu'il aurait choisi de manière idéale. Mais est-ce que la thèse de la pluralité d'investiture est-elle crédible à vos yeux? Elekam a dit que quand il y a 2 présidents qui s'estiment présidents avec 2 lettres d'investiture, il est clair que dans ce cas-là, l'article 121 alinéa 2 est très clair. On ne peut pas préserver les 2 candidatures. Alors, on a voulu le comparer au cas du RDPC, parce que M. Léon Teller Onana ne se prévalait pas d'une lettre d'investiture quand même. Donc seul le comité central, on a vu Jean Coueté et M. Bonayolo, et les CAM déposer la lettre d'investiture, le dossier de M. Paul Biya. Donc si M. Teller Onana pouvait exciper devant le Conseil constitutionnel qu'il avait aussi une lettre d'investiture, il est clair que peut-être ces 2 candidatures auraient été rejetées. Qui est l'une des pièces, l'une des pièces centrales qui compose le dossier. Mais M. Onana ne l'avait pas. Or, M. Dieudonné Yebga présente aussi une lettre d'investiture et dit même ceci. Il dit qu'en 2015, il a exclu M. Anissé Kané. Et il se pose la question, je ne dis pas que j'y adhère, il se dit, mais comment un exclu peut exclure le véritable président? Bon, les faits montrent que Anissé Kané est le président du Manidem. Parce qu'il recevait les subventions, parce qu'il a investi un candidat à Dibombari, etc., etc. Mais l'adversaire est là. Il a ses propres intérêts. Il a ses cibles. Donc on a joué avec le feu. Maintenant, il faut qu'on accepte les conséquences, qu'on assume les décisions qu'on a prises en 2020. D'accord. On n'influencera pas le cours des choses si jamais l'opposition devait avoir un candidat consensuel. Moi, comme tu es une bonne partie d'entre nous qui ont souhaité qu'il participe aux élections de 2025. Malheureusement, les institutions électorales ont décidé autrement. Je crois que la seule attitude sage à adopter pour ce parti, en tout cas pour M. Camteau et ses ouailles, ses militants, c'est de prendre acte et d'aviser pour l'avenir, de se reprojeter pour l'avenir. Malheureusement, on n'a pas l'impression qu'ils ont compris, lorsqu'on voit notamment leurs réactions dans les réseaux sociaux. Tout d'abord, sur la base de ce qu'ils ont vu en Côte d'Ivoire, on les voit lancer des appels à l'insurrection, dont le but c'est de forcer la main au conseil électoral. On les voit menacés, et bien plus, ils ont trouvé deux boucs émissaires, Cabral Libi et Joshua aussi, qu'ils menacent nuit et jour, insultent, dénigrent. Moi, je regrette que les personnes citées là ne disposent pas toujours de la pugnacité nécessaire pour leur faire opposition. Mais il est évident que les gens de Camteau et ces gens ne semblent pas avoir bien assimilé la leçon. Et on ne les voit même pas dans un esprit de collaboration avec les partis qui ont été retenus. Dans leur esprit, bon, on a évoqué une éventuelle coalition, moi je l'ai en jeu, avec les opposants ministres. Bello Bouba Maïgari. Non.
Il y a 2 opposants ministres là-bas. Kamto lui était un opposant ministre, c'est-à-dire c'est des opposants qui ont été d'abord ministres. Donc c'est des opposants ministres. Ils sont 3. J'ai vu Kamto tenter de négocier, enfin, ces gens. Plus pour des raisons malsaines. Ils n'ont pas... Mais pourquoi ils sont malsaines? Mais il a sa stratégie à lui. Maintenant, non, les raisons malsaines, c'est que non, il faut que les nordistes reprennent le pouvoir, qu'ils ne se vengent du 6 avril. En quoi est-ce que c'est malsain? Non, c'est justement, ce n'est pas des raisons politiques. Moi, je crois que Kamto et ces gens doivent se calmer. Ils doivent se calmer. Maintenant, l'impact. Vous ne pouvez pas avoir d'impact sur l'expression des suffrages quand vous avez ces méthodes. Puisque vous dispersez même vos propres électeurs. On ne voit pas, après l'élimination de Kamto, des gens qui sont capables de se reprendre en main. C'est la panique générale, c'est ce qui appelle à l'insurrection, ceux s'y attaquent, ceux s'y agressent. Mais j'ai vu une incroyable polémique alimentée par les gens de Kamto qui disent que ils ont vu les partisans de Cabral Libye rire, chanter à l'énoncé du verdict de disqualification. Et ils en font une tragédie nationale. Mais il a dit, mais c'est quoi ça? Moi, j'ai ri au quartier. Oui, mais bon. Est-ce que finalement ce parti n'est pas victime d'acharnement, comme le soutiennent ses partisans? Mais, vous savez, on dit chez nous, chacun marche avec 10 bombes. C'est-à-dire, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi vous dites que lui n'est pas victime d'acharnement? C'est-à-dire que c'est vous-même qui fabriquez le regard que les gens ont sur vous. Aujourd'hui, ils agressent Cabral Libye, ils agressent Joshua aussi, alors qu'ils ne leur ont rien fait. Vous attendez que les partisans de Cabral Libye, les partisans de Joshua les laissent tranquilles, ou même moi qui suis leur sympathisant. Quand vous-même vous attirez l'hostilité des autres, chacun marche avec son djiboma. Djiboma, ça dit qu'est-ce qui m'arrive? Ce qui t'arrive, est-ce que tu as créé? Alors, une consigne de vote de Maurice Kamto ne peut pas avoir d'effet. Non, elle ne peut pas avoir d'effet puisqu'il n'est pas cohérent. Non, mais ça empêchera que ces partisans qui iront voter pour Célestin Djamène, qu'est-ce qu'on fera? J'ai dit. Mais on fera le décompte pour... C'est-à-dire, quand on n'a montré aucune cohérence dans le contrôle de ses électeurs après... On se retrouve avec quelqu'un de traumatisé, de frappé que par la foudre, qui est incapable de réagir. Hein? Alors qu'un homme mature, un homme politique mature, aurait pris son temps en disant, les gars, ceci nous est arrivé. Voici comment on fait. Mais je vous dis que quand vous lisez les réseaux, moi je suis un abonné aux réseaux sociaux, et il y en a qui lancent l'insurrection, les gens de Kamto. Ceux-ci lancent l'insurrection. Ah, vraiment, ce n'est pas possible, Kamto n'est pas là. Quand vous dites des gens de Kamto, ce n'est pas la milice cybernétique aussi. Mais quels sont des gens qui se revendiquent d'accord? Mais quelle est la personne dans le directoire, je vous l'ai dit, du MRC, qui a cette attitude-là ou cette posture? Non, monsieur Boni, est-ce qu'on est des enfants? Hein? On n'est pas naïfs. On n'est pas naïfs. Vous savez, quand tout se voit très malin, en ayant une équipe officielle, n'est-ce pas, qui joue le jeu, prétendument, mais en ayant des milices, c'est simplement parce que ces milices-là n'ont pas les moyens de s'armer militairement. Sinon, on se retrouverait aujourd'hui... Mais vous avez vu ce qui s'est passé avant l'énoncé du Conseil constitutionnel?
Les gars prenaient les photos de chaque membre du Conseil constitutionnel. les photos Pour dire que des hautes élites et des membres du Conseil constitutionnel en montrant qu'ils les connaissent, ils connaissent leurs femmes, ils connaissent leurs enfants. Mais quand vous avez des gens comme ça, non, moi, vous savez, je n'ai jamais été quelqu'un qui parle à côté. Je dis sèchement ce que je vois. Et je dis que, manifestement, comme tout incapable même de contrôler sa meute, ça veut dire que ces consignes de vote n'ont pas d'utilité opérationnelle.